Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme toujours sous cette canicule incroyable et totalement spectaculaire de Sid. Sid qui est tout transpirant d'ailleurs, un peu comme moi je suppose. Tout à fait, je suis. Bonjour à toutes et à tous. Je suis en effet tout transpirant. Ça me rappelle, on le dit souvent, hein, mais notre premier épisode de la Taverne du Gamer, on l'a enregistré canicule, il faisait extrêmement chaud, donc dès qu'on enregistre et qu'il fait très chaud, dès qu'on enregistre et qu'il fait très chaud, ça nous rappelle ce temps-là. Ça fait 2 ans déjà bientôt. Semaine, boulot bien sûr, hein, forcément, ce qui m'a occupé pas mal de temps. Hein. J'ai continué un petit peu Days Gone, j'ai fait du Sandland également, car on va en parler dans cet épisode spécial Akira Toriyama. J'ai également continué un petit peu en coop Crime Boss aussi, parce que je trouve ça plutôt cool à jouer, style de rien de temps en temps. Et j'ai lu un petit peu de bande dessinée aussi le soir, histoire de m'occuper un petit peu. Je suis sur la fin de la saison 4 de The Boys aussi. Je vais pas en parler tout de suite, ça sera ma chronique de la semaine prochaine. Et je suis à la fin de la saison 4 de The Boys, donc j'avance très très bien, c'est très cool, et j'en ferai une chronique à la rentrée, je pense. Moi, cette semaine, j'ai quasiment terminé la Golden Sun, donc c'est vraiment cool. Le jeu me surprend énormément. Donc pour l'époque, hein, un jeu GBA, encore une fois, je le dis jamais assez, mais il est assez bluffant. J'ai fini aussi le livre de sœur d'édition de Golden Sun, donc voilà, je suis à fond dedans. Peut-être que ça tease quelque chose qui devrait arriver, mais très très cool. En tout cas, vraiment des très bons moments sur ce jeu. Bon, déjà pour commencer l'émission, je te laisse annoncer le sommaire de cet épisode spécial. Tout à fait, épisode spécial. Bon, après, voilà, vous l'avez vu dans le titre, hein, quand vous avez cliqué pour nous écouter, nous faire l'honneur de nous écouter. Donc, c'est une émission spéciale Akira Toriyama. Donc, beaucoup l'ont fait. Il est décédé il y a peu de temps, malheureusement. Nous, on a attendu. Bon, enfin, il n'y avait pas de règles. Hein, ceux qui l'ont fait avant, c'est très bien aussi. Mais on l'a attendu histoire d'avoir du contenu. Donc, Sandland, par exemple, qui sera la chronique de la semaine. Et avant une petite rétrospective un petit peu ludique que j'ai préparée, et tu vas être passé au gris, mon pauvre Kira. Et enfin, on finira sur une chronique de la perfecte édition de Dragon Ball. Voilà, restons à fond dans le thème. On peut pas parler d'Akira Toriyama sans parler de Dragon Ball, évidemment. Avant qu'on commence, du coup, également, on fait le petit point réseaux sociaux. Tout à fait. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes. Et aussi, surtout, et je sais que nous savons maintenant que vous êtes attentifs à ça. Nous sachions les 5 étoiles sur les applications de podcast, ça aide beaucoup. Donc merci pour votre soutien. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. C'est notre petit instant promo. Donc, et vous avez aussi notre site web avec un formulaire de disponible. Donc n'hésitez pas. C'est parti, on attaque l'émission. Place au générique. C'est parti. Nous l'avons dit, spécial Akira Toriyama, donc le grand maître, hein, celui qui a fait une bonne partie de notre enfance et est décédé malheureusement. Donc c'était le 1er mars 2024, donc paix à son âme et évidemment on pense à ses proches, c'est ça le plus important. Et donc comme beaucoup l'ont fait, hein, je l'ai dit, on voulait marquer le coup aussi en faisant une émission spéciale le concernant. Donc en toute humilité, évidemment, hein, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. À notre niveau, à vous, tout à fait. Exactement. Donc pour parler de ce mangaka de légende, donc à qui l'on doit, si vous ne connaissez pas Akira Toriyama, et évidemment c'est possible et c'est pas une honte, on lui doit des grosses licences, enfin j'en cite 3, hein, t'en auras peut-être d'autres, mais Dr. Slump, c'est la première vraie grosse licence d'Akira Toriyama qui l'a fait connaître. Ensuite, Dragon Ball. Donc, oui, c'est lui. Peut-être que vous ne saviez pas, mais c'est lui. Ah bon ? Ah vache, tu me la coupes là. C'est Akira Toriyama. Et Sandland, justement. Donc, je la cite parce que tu vas nous en parler. Et je te propose, Kira, pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui sera une petite rétrospective d'Akira Toriyama et le jeu vidéo. Avant ça, quels sont tes souvenirs à toi, tes premiers souvenirs
pas forcément, enfin, les premiers souvenirs que tu as par rapport aux œuvres d'Akira Toriyama, par rapport à lui, ce qu'il nous a apporté, peut-être Dragon Ball, peut-être pas. Enfin bref, quels sont tes tout premiers souvenirs nostalgiques de ce très grand monsieur qui a bercé notre enfance? Ah bah moi, en tant que vieux monsieur de 40 ans, mes premiers souvenirs, c'est Dragon Ball. Donc vraiment la première série Dragon Ball que j'ai connue dans le Club Dorothée à l'époque, avec le fameux doublage de Brigitte Lecordier dans le rôle de Sangoku, qui était incroyable. Et je me souviens que Dragon Ball passait le matin avant que j'aille à l'école. Donc je pouvais regarder la télé le matin, j'avais mon épisode de Dragon Ball et puis après on partait à l'école directement. Quand ça s'est transformé en Dragon Ball Z, là ça passait souvent le mercredi avec des rediffs le samedi, mais c'est vrai que moi j'ai connu surtout Dragon Ball via la période enfant, et puis après bien sûr je me suis fait embarquer par la hype, déjà le voir grandir au fur et à mesure. Oui. Quand on est enfant, ça donne vraiment un côté un peu familial à cet univers, et de voir un petit peu l'évolution du personnage. Moi je me souviens tout ce qui est combat contre l'armée du ruban rouge également, c'était une période qui m'a beaucoup plu à l'époque, période que je lisais également en manga, parce que j'achetais le Dorothée Magazine, et dans le Dorothée Magazine il y avait des chapitres de Dragon Ball. Ok. C'est ça. Et je me souviens, j'étais chez ma grand-mère une année, j'étais très malade, j'avais une vieille grippe, un truc bien relou et tout. Elle m'avait acheté un Dorothée Magazine et je tournais en boucle justement sur les chapitres, tu sais, de l'armée du ruban rouge, où Sangoku doit infiltrer cette fameuse la tour du ruban, cette fameuse tour, et il est aidé par l'androïde qui ressemble à Frankenstein. Je me souviens plus comment il s'appelle celui-ci. C'est un cyborg, c'est en 9 ou un truc comme ça, je sais plus. Oui, c'est un des premiers cyborgs du Dr Gero. D'ailleurs, on savait pas que c'était le Dr Gero à l'époque. Et c'est pour ça, moi, j'ai un peu cette nostalgie aussi, parce que c'est très très ancré, en tout cas dans mon enfance, mais aussi dans mon adolescence, car quand j'étais au collège, forcément, Club Dorothée oblige, Dragon Ball Z oblige, il y avait les cartes, il y avait les vignettes Panini, il y avait les figurines, enfin, voilà, je suis vraiment un pur produit de cette génération. Du Club Do, quoi. Il y a même des figurines chez le marchand de journaux, je sais pas si tu te souviens. Ouais, il y avait des figurines. Hachette aussi avait fait un jeu d'échecs que j'ai toujours avec des figurines Dragon Ball. Ça, c'est cool. Moi, mes premiers souvenirs nostalgiques, il y en a un qui te concerne. Tu verras, c'est celui qui me servira de transition vers le jeu vidéo. Mais c'est mon tome 23 de Glénat, donc c'était déjà chez Glénat l'édition, tu sais, pastel. Du manga. Oui, l'édition pastel en lecture française. Exactement. Donc moi, le premier tome que j'avais, c'était le tome 23. La dinguerie en plus, parce que tu sais, c'est quand Sangoku arrive sur Namek, qu'il est reboosté à bloc et qu'il combat tout le commando Ginyu. Donc en plus, c'est un passage incroyable, et c'était le premier tome que j'ai lu. Après, il y a évidemment le Club Do, mais je le cite pas puisque tu l'as fait. Bien que je citerai tout à l'heure un de mes événements les plus marquants de l'animé, ça fait partie d'une des questions que je te poserai après. Mais un souvenir de jeu vidéo, c'est toi qui m'avais fait jouer à Dragon Ball Final Boot. Kira, tu l'avais. Je me souviens. J'avais sur PlayStation à l'époque. C'était, je saurais même pas dire il y a combien d'années, mais c'est toi du coup qui on avait branché la console comme ça chez les grands-parents, et tu m'avais fait tester ça. Et en fait, le jeu est atroce, mais le jeu est infâme, oui. 10 FPS. Mais l'introduction du jeu, par contre, elle défonce, elle est trop belle. L'introduction, ouais. Tu sais, le générique. Et aussi, aussi nul soit-il, c'était quand même, si tu veux, un événement que de jouer à du Dragon Ball. Moi, c'était la première fois que je touchais un jeu Dragon Ball. Donc là, tu m'avais fait vivre un moment de jeu vidéo, tu vois, que j'ai jamais oublié, et qui était très très cool. Et donc, c'est là j'en viens, mon cher Kira, parce que tu ne sais pas à quelle sauce tu vas te manger. Je ne sais pas. Mais pour la rétrospective, en fait, le petit dossier que j'ai préparé, c'est Akira Toriyama et le jeu vidéo. Parce qu'on est la taverne du gamer. Akira Toriyama, on va beaucoup en parler avec Sandland et Dragon Ball. Donc, en introduction, on va parler d'Akira Toriyama et le jeu vidéo. Beaucoup l'ont fait, donc moi, j'ai fait plutôt sous forme de questions. Tu as 10 questions à répondre, Kira. Okay. C'est dans tes cordes. Il y en a qui sont un petit peu pointus, mais c'est dans tes cordes. Et amis auditeurs, on fait ça aussi pour vous. Donc Kira laisse 2-3 secondes avant de répondre, même si tu as la réponse, pour laisser le temps à nos auditeurs de réfléchir. Et il faudrait que tu laisses au montage alors. Ouais. Et vous nous direz peut-être votre note sur 10, Kira. Donc tu es noté sur 10. Attention, c'est en grand examen tout de suite maintenant. Es-tu prêt ? Je suis prêt. As-tu révisé ton Akira Toriyama hier ? Non, t'étais pas au courant. Pas du tout. Première question. Comme tous mes examens, j'y vais à la Z. Comme tes chroniques aussi. Alors, comme les on les bosse. Première question, une pas très compliquée. Donc, quelle est la première saga de jeux vidéo pour laquelle Akira Toriyama a prêté son dessin ? Donc,
Dragon Quest. Dragon Quest, bravo. Et donc c'était Dragon Quest, tout à fait. Dragon Quest avec jusqu'à très récemment, jusqu'à Dragon Quest 12 quand même, hein, donc il a fait ça très longtemps. Mais par contre, question subsidiaire, parce que je savais que celle-ci tu l'aurais facilement, elle compte pas dans les points, mais si tu la rates, bon t'as perdu ton point, je suis comme ça moi. En quelle année, Kira, le premier Dragon Quest? Oula, c'est dur ça. Ça pique ça, hein. Regarde pas sur ton téléphone. Non, je ne regarde pas. Moi, je ne triche pas, moi, contrairement à toi. Je t'avoue, je dirais quand même fin des années 80. Parce que, attends, si je me fie au manga, Dragon Quest qui s'appelait Fly chez nous. La quête de Dai, ouais. La quête de Dai, tout à fait. Ça s'appelle la quête de Dai? Je sais pas. Dragon Ball, c'est 85. Donc, je dirais Dragon Quest un petit peu après, 86-87. C'était 86, tout à fait. Bah, tu vois. Donc tu valides ton point. Tu valides ton point. Deuxième question. Que tu vas savoir aussi, je pense, quel jeu exclusif à la Xbox, au début, néanmoins, Akira Toriyama a-t-il créé l'univers? Je laisse un peu de temps pour les auditeurs. Vas-y. Blue Dragon. Blue Dragon, tout à fait. Blue Dragon qui était que j'ai dans ma collègue, juste en face de mes yeux, là, je le regarde. Je pensais vraiment que tu allais faire un jour une chronique sur Blue Dragon. Tour par tour, en plus vraiment à l'ancienne, avec la map monde. Par contre, il y avait les ennemis visibles, ça c'était plutôt cool. Tu te souviens un peu du scénar de Blue Dragon? Je me souviens vaguement parce que je l'avais fait à la sortie et c'est toujours ma boîte de jeux d'époque que j'ai et je l'avais fait qu'une seule fois. Mais oui, avec il a un espèce de dragon en lui en fait qui développe des pouvoirs et du coup il fait équipe avec d'autres personnes pour aller sauver le monde. Ça. Son village est maudit. Le héros s'appelle Chou. Il y a un requin terrestre terrible qui attaque tout le temps le village tous les ans. Sauf qu'à un moment les héros ont décidé de se rebeller. Sauf qu'il y a un ennemi, c'est toujours comme ça, de toute façon il y a toujours un ennemi plus fort que l'ennemi de base, un ennemi un peu ancestral surpuissant qui menace l'équilibre du monde. Donc c'est un peu ça Blue Dragon, c'est très cool franchement. Donc celle-ci c'est la question facile. La troisième question un peu plus dure, toujours en rapport avec Blue Dragon. Il y a un manga Blue Dragon qui est complètement différent du jeu vidéo, qui a pas le même design et qui a pas du tout les mêmes les mêmes histoires. Il est beaucoup plus adulte d'ailleurs. Je suis en train de regarder dans ma bibliothèque parce que je l'ai aussi. On pourra vous partager des photos de tout ça. Le manga est très cool. C'est vrai, il a rien à voir par contre. Mais on reste sur Blue Dragon pour les deux prochaines questions. Combien y a-t-il eu d'épisodes de cette licence? Un seul. Eh ben non. Et je l'ai appris en préparant ça. Il y en a eu un sur DS. 2 sur DS. 2 sur DS, ah ouais. Le plus, c'est le Awakening. Et aussi, autre chose que j'ai appris en préparant la chronique, il y a 2 noms qui ont travaillé avec Akira Toriyama pour la création de cet univers, enfin ce jeu, de très grands noms du jeu vidéo. Est-ce que ça te parle? Oui, le créateur de Final Fantasy. Ouais. Hironobu Sakaguchi et Uematsu pour la musique. Ouais, ils avaient fait 2 jeux d'ailleurs pour Xbox à l'époque. L'autre, je crois que c'était Lost Odyssey de mémoire. Ouais, tout à fait. Très bien. Bon, pour l'instant, tu cartonnes, hein, t'es à 4 sur 4. Bon, ça va. Bon, la petite question sur laquelle tu vas trébucher, celle-là, je la savais pas. Donc, il y a eu un jeu exclusif à la Saturn, aussi, où Akira Toriyama a fait le chara design des mechas. Est-ce que tu as une idée de quel est ce jeu? Il a fait le chara design des mechas. Ouais. C'est vrai que c'est dur parce que je ne connais pas la Saturn, c'est pas la console que je connais le mieux parce que c'est une console que je n'ai pas possédée. J'avais le Dragon Ball Z qui me plaisait beaucoup à l'époque sur Saturn, mais je me souviens plus. Après j'ai... Et ben le jeu, t'as pour ton premier échec mon cher Kira, c'est Gulliver Boy 96. Ah ouais, bah tu vois, je connais pas du tout. Je vois quelques images, j'ai dû les voir dans un magazine, un console plus d'époque ou quoi, mais j'ai pas de... non, c'est un jeu qui me parlait pas du tout. L'autre question, par contre, je pense que tu vas l'avoir direct. Quel est le premier jeu de Dragon Ball sur console? Dragon Ball sur NES. Tout à fait. Et son petit nom? Dragon Ball... Là, t'as vu la vidéo du joueur du grenier quand même? Oui, je sais, mais je l'ai vu il y a tellement longtemps. C'était... Alors, je me demande si c'était pas la légende des boules de cristal. Ah, presque. Mais... la légende des 7 boules de cristal? Non, c'est le secret du dragon, donc rien à voir en fait. Ah, le secret du dragon, ouais. Par contre, donc, le jeu, il avait 14 niveaux, vue aérienne, vue de 2D. Bon, regardez la vidéo du joueur du grenier, elle est hilarante. C'est d'ailleurs la première vidéo du joueur du grenier que je t'avais partagée. Il venait de les sortir. Vrai, il faisait la première que j'ai vue. 5000 vues sur Dailymotion. Donc, nous sommes de cette époque. On a connu le joueur du grenier au tout début. Et c'est le premier jeu vidéo qui a été traduit en VF. Bon, très mal traduit. Mais c'est quand même dans l'histoire le premier jeu vidéo qui a été traduit en VF du Japon. Et ça nous a valu par contre les Dragon Ball qui s'appellent les balles du dragon, quoi. Les balles du dragon. Ils prenaient de la drogue. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ça me donne envie de regarder cet épisode
Ça fait Le jour du longtemps. grenier. Ouais, ça fait longtemps, ouais. Dans quel jeu on incarne, toujours en rapport avec Akira Toriyama bien sûr, on incarne un démon qui doit combattre des anges, et petit indice, le personnage ressemble extrêmement beaucoup à Trunks jeune. Un démon qui doit combattre des anges. Tout à fait. Jeu vidéo. Alors là, tu vois. Et alors, est-ce que tu peux me donner un indice? C'était sorti sur quoi? bah, l'indice c'était que il ressemble beaucoup à Trunks jeune. Tu vois, c'était ça. Super NES. Ah, sur Super NES, ok. Alors attends, je vais me rappeler de ma version Super NES. C'est sorti en France? Non, je ne pense pas. Ouais, parce que ça me parle pas du tout. Mais pas du tout. Ça existe aussi en manga. Tu l'as peut-être vu en manga. C'est Gogo Hackman. Et vas-y, regarde si tu peux sur internet Gogo Hackman. Tu vas voir le gamin, c'est Trunks enfant. Il ressemble à un petit démon Trunks enfant. Gogo Hackman. Ouais, c'est vrai que c'est quand même très représentatif. Ouais, il ressemble quand même beaucoup à Trunks. Je suis d'accord. À Trunks. Un petit démon avec des oreilles pointues et tout, une épée. T'as vu, hein, pas mal, un bon chara design. Ouais, carrément, c'est cool. Ah bah tu vois, je ne connaissais pas du tout. On apprend des trucs ce soir. Encore Enfin, 3 du moins, questions. nous, on est le soir, on est en train de cuire, mais On est en train de vous serez lundi matin peut-être. Quel tactical RPG a pour thème le voyage dans le temps, et Akira Toriyama a fait le chara design. Et d'ailleurs, je le dis, c'est pour moi un des meilleurs chara design d'Akira Toriyama, même devant, j'ose le dire, Dragon Quest. Ah oui, à ce point-là? Ouais, je l'ai fait le jeu, je suis dessus. En parallèle de tout ce que je fais, je suis dessus. Je t'en ai parlé il y a pas longtemps. Ouais, je sais, j'ai le souvenir que tu m'as parlé d'un truc, mais Voyage dans le temps. Bah, en fait, c'est la partie voyage dans le temps qui m'intrigue, tu vois. Comment dire? Et c'est sur une console récente, du coup. Super Ou tu joues en NES. rétro gaming. Je joue sur C'est la sur Super Switch avec l'abonnement, tu sais, Advance. D'accord, donc c'est sur... Ouais, ok. Et dans le titre, il y a quelque chose qui a un rapport avec le temps. Time... Quand je vais te le dire, c'est Chrono Trigger. Ah bah ouais, putain, Chrono Trigger, bah oui. En plus, Évidemment. il m'a tellement bassiné avec ce jeu, c'est clair. Et puis maintenant, quand j'y pense, je me souviens, ouais. C'est sorti au milieu des années 90 de mémoire. Oui, 94, je dirais. 2 dernières questions qui sont liées entre elles. Akira Toriyama a œuvré aussi sur un jeu de... Tu as 3 choix. De combat, de voiture ou de baseball. Tu connais, je sais que tu connais. Tu vas être écœuré si tu l'as pas. Combat, ouais, il avait voiture fait ou baseball. un jeu de combat sur PlayStation de mémoire. Bonne réponse. Quel est le titre de ce jeu en dernière question? C'était Tobal. Bravo. C'était Tobal. Donc franchement, tu t'en es bien tiré. Donc, Ouais, en fait, je m'en souviens parce que t'avais la mascotte d'Akira Toriyama qui faisait des apparitions, tu sais, la petite mascotte avec l'espèce de masque à gaz et puis la petite clé à molette. Ouais. Et c'est les images que j'ai de ce jeu-là, en fait. Et c'est comme ça que j'avais reconnu à l'époque sur la boîte, en tout cas. Donc on remarque en tout cas une très forte affiliation d'Akira Toriyama. On le connaît encore une fois beaucoup avec Dragon Ball et c'est normal, mais avec son influence dans le jeu vidéo, enfin Dragon Quest, Chrono Trigger, Tobal, Blue Dragon, enfin il a été ultra prolifique. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il est resté prolifique malgré le succès. Donc quand il a commencé à chara designer pour Dragon Quest, c'était en 86, Dragon Ball n'était pas Dragon Ball. Sauf qu'il a continué jusqu'à Dragon Quest XII avec tout le succès qu'il a. Et ça, je trouve que c'est rare et c'est une belle histoire en tout cas, Akira Toriyama, le jeu vidéo. Oui, puis surtout, rappelle-toi des toutes premières jaquettes. Bon, c'était pas sorti chez nous à l'époque, mais les premières jaquettes de Dragon Quest, ça ressemblait beaucoup à du Dragon Ball en fait. On voyait un petit personnage qui ressemblait à Goku avec une épée. Il y avait ces fameux dragons c'est du moins les dinosaures que Goku chassait dans sa jeunesse pour pouvoir les bouffer. Et bah, on les voyait aussi sur la jaquette. Et donc c'était un design reconnaissable entre mille, même si dans le jeu au final c'était plus un amas de pixels vu de dessus. Les personnages, à part les coupes de cheveux, mais on voyait pas vraiment la différence. Mais déjà les images d'époque, enfin du moins les dessins de Toriyama étaient ouf quoi. Et tu l'as dit, les cheveux. Hein. Moi, franchement, les cheveux, c'est vraiment la marque de fabrique pour moi d'Akira Toriyama. Enfin, avec le reste, hein, le visage, le nez et tout. Mais les cheveux, c'est vrai que c'est très, très représentatif. Bah, déjà, rien que quand on regarde Sandland, tu vois les cheveux et les visages, il a un trait qui est très rondouillard, très rond, en fait. Ce qui s'est un petit peu perdu vers la fin vers Dragon Ball Z et la suite. Mais quand on regarde ces one-shots, comme du Jaco, The Galactic Patrolman, ou même, encore une fois, Sandland et les Dragon Quest, avant que ses visages soient un peu plus carrés, c'était très rond en fait, et c'était ça qu'on reconnaissait vraiment de la patte de Toriyama. Son style a pas mal changé dès la sortie de Dragon Ball Z, il s'est affiné au fur et à mesure, même Goku, tu te rappelles, au début de Dragon Ball Z il avait un visage tout rondouillard, et après il s'est vraiment affiné, mais ouais. C'est comme ça que moi je reconnaissais vraiment sa patte au début, et à chaque fois que je vois un dessin de Toriyama, je le reconnais direct à ce style de trait quoi.
On sait que c'est lui. C'est ça qui est assez fou, et c'est la marque de toute façon des très grands auteurs, hein. C'est un peu ce que je dirais avec la chronique sur Dragon Ball La Perfect, mais c'est qu'il a vraiment son style à lui, vraiment reconnaissable tout de suite, même dans l'architecture, enfin tout ça c'est des choses que j'aborderai tout à l'heure, mais c'est un très grand maître. C'est un peu comme Eiichiro Oda aujourd'hui avec One Piece, qui parlera peut-être un peu plus aux nouvelles générations, mais ils ont vraiment leur univers qui leur colle à la peau et qui les rend très leur design en fait, parce que c'est vrai que énormément de shonen actuels se ressemblent, et ça c'est quelque chose qui m'embête un petit peu. C'est pour ça que j'ai un peu décroché du shonen, plus vraiment de mangaka avec une marque très très affirmée, quoi. On voit le créateur de Berserk, pareil, ses dessins on les reconnaît entre mille en fait, parce que ça fourmille de détails, c'est des vraies œuvres d'art, hein, c'est des peintures. Et je trouve que ça s'est perdu en fait. Alors peut-être parce que les rythmes maintenant de production sont très affolants pour les mangaka. Voilà, ça, et puis Webtoon, hein, faut dire ce qui est maintenant, hein, tout ce qui est Webtoon, ça c'est de la concurrence directe, et du coup bah voilà, il y a plus cette patte si dépaysante en fait qu'on retrouvait dans les années 80-90. Tu regardes du Jojo Bizarre Adventure, c'est pareil, le mangaka il a son style tellement à lui que tu reconnais forcément que c'est ça. Okuto no Ken. Okuto no Ken aussi, oui, tout à fait. Buronson. Buronson, tu regardes son style, bah oui, hein, c'est vraiment, c'est très très affirmé. C'était Gonagai aussi, hein, dans le même style, hein, qui est un monument, Gonagai, à qui l'on doit l'incroyable Devilman. D'ailleurs, regardez Devilman sur Netflix, c'est absolument incroyable. Mais ça, c'est pareil, c'est des vieux de la veille. Leiji Matsumoto aussi, qui avait son style à lui pour Albator, inégalable et inimitable, même si on a rencontré tous les deux le dessinateur des nouvelles bandes dessinées Albator, qui fait quelque chose de très ressemblant. Et d'ailleurs, il a travaillé avec Leiji Matsumoto. D'ailleurs, on en a parlé, quand il a pris sa mort, il était dévasté, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vrai que bah, ça, c'est eux qui ont forgé cette génération actuelle de mangaka. Mais malheureusement, bah voilà, il y a la production, comme on disait. Mais je digresse. Bah, tu as parlé de Sandland, je pense que c'est peut-être le bon moment d'attaquer ta chronique sur Sandland. Bah oui, tout à fait, c'est le bon moment. Donc on va attaquer ce petit interlude musical pour préparer la chronique, et puis je vais vous parler de Sandland. Sandland est un jeu vidéo basé sur le manga éponyme donc d'Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. Ce manga est sorti en août 2020 dans le Weekly Shonen Jump, donc forcément parce que toutes les œuvres de Toriyama sont sorties dans ce magazine très très réputé au Japon, et il était regroupé en un seul volume, c'est donc un one-shot. Le manga Sandland, bien que moins connu que les autres œuvres d'Akira Toriyama, comme encore une fois Dragon Ball, a toujours eu une base de fans fidèles. On parlait tout à l'heure, son style si particulier, sa façon de raconter les histoires. Donc forcément, Bandai Namco, quand même senti le filon, même autant d'années après, a décidé de capitaliser sur cette popularité en adaptant le manga en jeu vidéo. Au niveau de la genèse du projet, donc le jeu est développé par le studio ILCA, connu pour son travail sur des titres comme Pokémon, Diamant et Perle, de très très bons épisodes d'ailleurs, et One Piece Odyssey. Le projet vise à offrir une expérience fidèle au manga tout en étendant cet univers avec de nouvelles intrigues et de nouveaux personnages. Donc adapter une histoire courte comme Sandland en jeu vidéo peut sembler surprenant, mais cela offre quand même plusieurs avantages. Cela permet d'étendre l'univers du manga avec de nouvelles intrigues et personnages, comme je disais tout à l'heure. Ça offre une immersion plus profonde et interactive, car là on est directement au contrôle du protagoniste, et les fans d'Akira Toriyama, attirés par son travail sur Dragon Ball, peuvent découvrir un nouvel univers qui n'est pas spécialement connu, surtout dans nos contrées. Et surtout, le point le plus intéressant, on va dire, c'est que les développeurs peuvent innover sans être contraints par une longue série au niveau du lore, en fait, ce qui permet d'amener des idées de gameplay intéressantes, en tout cas. À la différence de la série animée qui est disponible actuellement sur Disney+, le jeu offre une expérience donc forcément plus compacte et fidèle au manga original, avec une narration plus resserrée et des séquences d'action rapides. Donc ça, c'est l'avantage de la série télé, parce qu'encore une fois, il y a 8 épisodes, on va les regarder à la chaîne, et on n'est pas le joueur dans un monde ouvert. Là, à savoir, est-ce qu'ils ont réussi, du coup, leur pari à adapter ce manga, on va dire, en jeu vidéo? Donc j'y répondrai forcément. Telle est la question.
technique, tout à fait. Le jeu est sorti le 26 avril 2024 sur PS5, il est développé sous Unreal Engine 5, c'est un jeu d'aventure qui nous plonge dans un monde désertique où l'eau est une ressource rare et précieuse. Le jeu suit les aventures de Belzébub, le prince des démons, et de ses compagnons, le shérif Rao et le voleur Thief, dans leur quête pour trouver une source d'eau, on va dire, inépuisable et cachée. Donc l'histoire de Sandland aborde plusieurs thématiques importantes, telles que la pénurie d'eau dans un monde désertique, mettant en lumière les conséquences des conflits humains et la gestion des ressources naturelles. Elle souligne également l'importance de la coopération entre espèces malgré les tensions. Le récit critique également les inégalités sociales avec un roi contrôlant la seule source d'eau potable et imposant des prix exorbitants. Enfin, on retrouve l'humour si particulier de Toriyama et l'humanité présente tout au long de l'histoire rendre les personnages attachants et certains éléments de l'intrigue plus légers malgré des thèmes plus sérieux abordés permet de souffler à certains moments. Pour moi, ça reste l'œuvre la plus engagée de Toto. Ah oui, à ce point-là. Oui, c'est politiquement vraiment ou écologiquement sur quel point? Écologiquement, tout à fait. Sur les comment dire, comme c'est une série plus courte, je pense qu'il a voulu balancer un maximum d'idées, mais surtout sur le côté amour fraternel, compagnon d'armes, le côté, encore une fois, il faut préserver la planète parce qu'on reste dans un monde post-apocalyptique après un grand désastre que je ne vous spoilerai pas, et aussi les préjugés qu'on peut avoir envers autrui, ce qu'on a retrouvé pas forcément dans ses autres œuvres en tout cas. C'est vrai. La direction artistique de Sandland utilise donc un cel shading qui capture parfaitement l'esthétique du manga original. Ce choix permet de donner vie aux personnages et aux environnements avec une apparence de dessin animé, tout en cachant forcément certaines limitations graphiques, mais ça donne l'impression de jouer à un épisode de la série avec des personnages très détaillé et expressif. À certains moments, je me suis même demandé s'ils n'avaient pas utilisé le même moteur graphique. Parce que la série est également en 3D, en fait, avec un effet cel shading dessin animé. Mais c'est en aucun cas choquant, justement. C'est pas aussi moche que le dernier film Dragon Ball en date. Super héros. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus détaillé, qui ressemble vraiment plus à du dessin traditionnel, même si on reconnaît forcément la 3D via la fluidité de l'image, tu vois. L'autre point également, c'est que comme c'est un jeu vidéo qui sort en même temps que cette fameuse série, je pense que c'est aussi pour faire un effet cross-média. Parce que même si la série raconte l'histoire de Sandland qui est foncièrement la même que celle du jeu vidéo, le jeu vidéo donc se permet de prendre quelques chemins de traverse pour pouvoir explorer l'univers plus en profondeur. Donc c'est vraiment un bon complément avec la série télé, et si vous avez kiffé la série, du coup ça peut être très intéressant de s'y mettre. Ça allait être ma question justement, est-ce que le jeu raconte quelque chose de différent vraiment de la série et du manga, ou est-ce que le manga adapte lui complètement la série? Enfin, est-ce que ils ont réussi à créer de la nouveauté dans chacune des œuvres qu'ils ont fait de transmédia du coup? Alors pour la partie série télé, pas vraiment. Ça suit vraiment le manga, même si on a quelques. Ça suit la trame. Okay. Voilà, quelques rallongis, si je puis dire. ça suit la trame. Après, c'est l'avantage du jeu vidéo, c'est qu'on va se retrouver vraiment avec le lore tout autour, aller aider des gens dans le désert. En gros, ce qui est suggéré dans le manga et dans la série télé, là on va vraiment le faire en fait. On voit qu'au final, les gens ont peur des démons, pas forcément parce que c'est plus pour des raisons de préjugés en fait, et du coup au final ils vont aider des gens au fur et à mesure sur la route, et ce qui nous permettra de découvrir davantage sur cet univers. En fait, il y a plus un côté enquêteur pour savoir ce qui s'est passé vraiment en fait, et on ressent vraiment le côté périple, parce que c'est vrai que 8 épisodes, même si c'est que la saison 1 et que ça va être du moins la saison est coupée en 2, ça va faire une quinzaine d'épisodes je pense à terme, ça passe vite. Ah, il y a une suite. Okay. Oui, il y a 8 autres épisodes qui est prévu derrière, donc ça voilà, c'est ça. Et le jeu couvre jusqu'au 15 ou hypothétiquement 16 épisodes, ou oui, c'est que sur le jeu va couvrir toute la partie, tout le one-shot du manga en fait. C'est-à-dire le jeu, c'est vraiment tout le one-shot du manga, et il va surtout avoir l'avantage de, même s'ils vont faire quelques scènes différentes, parce que les deux jeux, enfin le jeu et la série ont été développés en parallèle, Akira Toriyama était quand même très présent sur du moins c'est ce qu'il se dit en tout cas, était très présent lors du développement du jeu en fait, et c'est lui qui a rajouter en fait des pans de scénario pour étoffer son univers. Donc je me demande si la série va pas utiliser justement ces pans de scénario alternatifs pour développer son lore par la suite, parce que sachant qu'il n'est plus là, est-ce qu'ils vont continuer derrière? Là ça reste la question en tout cas. Surtout que la série a très bien marché sur Disney+, donc ça leur ouvre un boulevard pour adapter son œuvre. Quand même pas de chance, il meurt l'année des 40 ans de Dragon Ball.
Et il est décédé avant la sortie de Sandland. Enfin, il a jamais eu autant de projets en même temps que cette année. C'est l'année où surtout que c'était voulu de faire un projet Sandland assez ambitieux de transmédia. Enfin, c'était son délire. Il voulait le faire. Il y a eu un film cinéma. Il y a eu un film cinéma, il y a eu la série télé et le jeu vidéo Sandland. Il voulait vraiment faire une œuvre cross-média qui allait regrouper plusieurs étapes de son univers en tout cas. Comparé à d'autres œuvres post-apocalyptiques également, comme Mad Max ou Fallout, Sandland se distingue davantage par ses paysages, on va dire, arides, mais avec une touche quand même plus légère. À côté de ça, il y a un accent qui a été mis davantage sur les véhicules, qui jouent un rôle central dans le gameplay. Ils sont conçus avec soin, offrant des variétés de design, allant du tank aux motos, et ça rappelle les engins bricolés, faits de briquet de broc, comme on peut trouver dans les univers post-apo, mais encore une fois avec la touche Toriyama. Donc on va retrouver ces tanks tout rondouillards, ces motos en fait qui ressemblent beaucoup à la moto de Bulma d'ailleurs qu'on peut avoir dans le jeu, et on va également retrouver quelques easter eggs. Par exemple, on va retrouver les capsules Hoi Poi, tu sais, c'est les capsules qui permettent de faire apparaître une voiture en la lançant. C'est ça, les capsules de Capsule Corp, et on les retrouve dans l'univers de Sandland. Donc est-ce que l'univers de Sandland est le futur de Dragon Ball ? Bonne question. En tout cas, il y a quelques easter eggs à Dragon Ball que je ne vais pas vous spoiler en tout cas, mais qui sont très très intéressants quand vous allez avancer au fur et à mesure en tout cas. Certains chara-design également, quand on regarde le père de Belzébulb, c'est Dabra en fait. c'est vraiment lui quoi. Il a le même costume, il a la même tête, enfin vraiment et j'adore ce personnage de Dabra. Ça se demandait si c'est pas Dabra dans son monde à lui quoi. Donc il y a vraiment quelque chose, c'est à la fois familier et différent. Donc non, c'est là-dessus, c'est vraiment très très fort. Tu t'es senti en terrain connu, même si c'est une œuvre qui est complètement différente de Dragon Ball. Exactement, surtout que je connaissais pas du tout le manga Sandland avant, je l'ai appris lors d'une présentation, je dis la vache, je connais pas du tout, encore une fois il était pas sorti en France, du post-apo avec Akira Toriyama, je me suis dit ça peut être aussi casse-gueule, et en fait pas du tout. Je trouve que le mix matche bien, et même si on a quand même ce côté enfantin par moment et ce côté humour parfois un peu potage. Par exemple, on va retrouver Sif qui est un voleur, et quand il vole il se déguise en Père Noël en fait, parce que pour lui c'est la tenue d'infiltration idéale par excellence. Voilà, donc il est habillé en rouge vif avec son petit bonnet de Père Noël, sauf qu'au lieu d'apporter des cadeaux il va les chouraver quoi, et c'est super drôle, mais du coup ça donne des petites soupapes comme ça qui rappellent que c'est Toriyama du coup. Et est-ce que, parce que c'est vrai que dans Dragon Ball, Akira Toriyama, il aimait bien l'humour un petit peu olé, l'humour coquin, si je puis dire. Est-ce que dans Sandland, il y a un petit peu d'humour coquin ? Pas du tout. J'en ai pas trouvé. Il n'y a pas de forme assez généreuse en fonction des personnages. Les personnages principaux qu'on va suivre, c'est pas Pampan, quoi. Voilà, c'est ça. Vraiment, les personnages qu'on va suivre, c'est un trio masculin. C'est deux vieux, dont un peu grabataire, et puis un jeune démon. Enfin, un jeune démon de 7000 ans, mais un jeune démon quand même. Et à côté de ça, on va croiser quelques personnages féminins. Il y a un personnage très fort d'ailleurs avec ses dreadlocks, je sais plus comment elle s'appelle, mais il n'y a pas ce design plantureux comme on pouvait trouver avec Bulma à l'époque ou quoi que ce soit. Il y a vite fait, pas des vannes on va dire, mais le côté oh mon dieu c'est une fille, mais c'est moins poussé que dans ses précédentes œuvres. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a vraiment l'impression que c'est quelque chose d'engagé et de différent de ce qu'il fait habituellement. Très familial peut-être, ouais. C'est ça. Au niveau du gameplay, c'est un mélange donc d'exploration, de combat et de résolution d'énigmes. On peut explorer librement le vaste désert, on va découvrir des secrets cachés, affronter divers ennemis. Les combats sont dynamiques et stratégiques, ça nécessite une bonne gestion des ressources et des compétences des personnages. Donc c'est un gameplay en fait qui combine exploration et combat en temps réel. Donc pareil, on va voir les ennemis sur la map. C'est la gestion de ressources, on va trouver des coffres par exemple qui vont nous permettre de crafter certaines ressources qui nous serviront par la suite dans le jeu. Par exemple, on va pouvoir personnaliser, améliorer ses véhicules, comme les tanks, pour affronter les créatures du désert et les bandits. En explorant, on va trouver donc des nouvelles chenilles, une possibilité de changer les mortiers, ce qui peut soit nous ralentir notre tank, soit au contraire l'accélérer un petit peu, tu sais, en fonction du taux d'armature. Donc il y a ce côté stratégique qui est assez intéressante. On va accomplir également des quêtes secondaires pour les habitants du désert, et là où il y avait quelque chose qui est assez intéressant, qui arrive un peu plus tard dans le jeu, c'est qu'on a une gestion de camp.
qui est quand même assez crucial. On va collecter des ressources, on va fabriquer de nouveaux objets et on va améliorer nos installations pour mieux nous préparer dans notre monde. C'est-à-dire on va faire une espèce de camp de base en fait qui nous permettra d'améliorer notre stuff et améliorer nos compétences, ce qui nous permettra d'appréhender ce vaste univers en fait. Donc imagine-toi, tu traverses le désert dans un tank amélioré, tu combats des ennemis avec des attaques spéciales, ça part dans tous les sens, les effets de lumière en plus sont très très jolis, et en plus tu vas chercher des indices en même temps sur la source d'eau légendaire. C'est très grisant à jouer, et on a vraiment cette sensation d'être dans l'animé en tout cas. À côté de ça, on a des phases d'infiltration qui ajoutent une dimension plus stratégique au gameplay. Donc ça reste du basique, on va souvent s'infiltrer dans un camp militaire ou des bases de bandits, on va devoir récupérer des objets précieux et des pièces rares, donc soit pour les véhicules, soit pour notre camp. Ces missions nécessitent de la discrétion forcément et de la planification, car si on se fait gauler en fait, c'est game over direct en fait. C'est-à-dire dès que tu te fais gauler, t'as perdu, tu recommences au début en fait. Et on va devoir éviter les gardes, regarder les patrouilles, un petit peu à la Metal Gear Solid, on va pouvoir monter sur des toits par exemple. Donc ça va être quand on joue avec les personnages principaux dans le scénar, mais on a également tout un tas de missions secondaires où on joue Sif, où on va devoir aller voler des choses. Et là, donc on est déguisé en Père Noël, on va aller dans un petit village et on va aller essayer de récupérer les trucs au fur et à mesure. Donc je vais te donner un exemple, c'est une mission typique, on va devoir se faufiler à travers un camp ennemi pour voler des plans de construction, on va devoir observer les patrouilles, donc qui vont avoir leur pattern, on va utiliser les cachettes naturelles, donc ça peut être des rochers ou des buissons, on va même pouvoir distraire les gardes en leur lançant des petites pierres pour passer inaperçus, on peut aller derrière eux pour les assommer en fait, donc il faut bien s'assurer qu'ils soient bien de l'autre côté, et on va se repérer aussi à leur faisceau lumineux pour voir comment ils se déplacent. Donc c'est encore une fois, c'est assez simple, mais c'est suffisamment rafraîchissant en fait, ça offre une pause assez bienvenue en fait par rapport au combat intense, c'est quand même assez répétitif, ça ajoute de la variété si tu veux. Ouais, je vois. Ça a l'air assez classique, mais ça fait le taf bien dans l'idée quoi. Ouais, voilà, exactement, c'est ce que je veux dire, c'est efficace. Pour ce qui est du système de combat, donc c'est dynamique et stratégique à la fois, ça se déroule en temps réel avec des attaques légères et des attaques lourdes, il y a des esquives et des contre-attaques, donc encore une fois du classique, il y a une composante RPG qui est bien développée, avec assez de perks en fait pour pouvoir personnaliser notre team. Donc on incarne Belzébub, le fameux prince des démons en fait, donc qui est tout petit, tout rose et tout choupette. On va progresser à travers ce vaste désert en accomplissant les quêtes principales et secondaires, et on va avoir 3 arbres de compétences. Donc on va avoir l'arbre de compétences pour Sif, pour Belzébub et pour le shérif, et en gros ça sera à nous de les répartir en fonction des personnages pour voir comment on veut jouer en fait. Donc on va avoir un personnage qui va être plus à l'aise pour la discrétion, un autre qui va tirer de loin, et donc c'est à nous de voir comment on veut dispatcher ces fameuses points de compétences. Donc un exemple également, on a Belzébub qui peut débloquer des attaques spéciales et des compétences passives qui augmentent sa résistance et sa puissance d'attaque. À côté de ça, on a ses compagnons qui ont leurs propres attributs. Certains vont augmenter l'efficacité du véhicule. Si on augmente ces perks-là, on peut avoir 20% de plus pour la résistance, ou au contraire, on peut améliorer plus rapidement son véhicule. Et donc, c'est à nous de voir comment on veut jouer. Est-ce qu'au contraire, on veut vraiment la jouer bourrin, ou au contraire, on veut la jouer plus furtif? Et ça, c'est quelque chose qui est assez bienvenu dans ce type de jeu, parce qu'ils auraient pu faire le strict minimum et vraiment se concentrer sur la baston. Au final, c'est pas vraiment le cas. Même s'il y a beaucoup de baston, on peut désamorcer certaines situations différemment, en tout cas. Ok. Donc ça nous permet de créer des stratégies également et d'adapter notre approche en fonction des embûches qu'on va rencontrer sur la route. Donc tu t'imagines en train de choisir tes petites compétences, de débloquer ta petite équipe, et là d'un coup tu t'aperçois que t'as ton 3e membre qui va être bloqué au village pour X ou Y raison. Là tu vas te dire merde, parce que les des autres je les ai pas assez perxés, et du coup tu peux te retrouver aussi emmerdé comme ça. Et ça c'était encore une fois une très bonne idée, et c'est assez flexible et ça ajoute de la profondeur dans la stratégie du jeu, tu vois. Ok. La bande originale de Sandland est bien adaptée, donc c'est une ambiance de jeu sans être mémorable. Les musiques accompagnent et renforcent l'atmosphère désertique, et les moments d'action, ça fait le job, mais sans plus. Disons que j'ai trouvé que les zik de l'animé étaient plus marquantes en fait que celles du jeu vidéo. Ce sont pas celles de l'animé du coup. C'est pas tout à fait celle de l'animé en fait, comme c'est vraiment 2 choses différentes en fait, c'est pas les mêmes compositeurs, on va retrouver un thème plus ou moins commun, mais pour le reste on est vraiment sur des choses totalement différentes.
Au niveau des plus et des moins, donc pour moi j'ai noté que la direction artistique était vraiment excellente. Encore une fois, hein, c'est du Toriyama, c'est assez rafraîchissant de voir du post-apo comme ça, même si ça reste du désert et qu'il y a beaucoup de désert, au final il y a suffisamment de choses à faire et ça se renouvelle de telle façon à ce qu'on ne s'ennuie pas. C'est fluide, de mémoire c'est du 60 fps constant, il y a des effets de lumière et de particules qui partent dans tous les sens, le cel shading aide beaucoup, c'est clair, mais on sent que l'Unreal Engine 5 en a vraiment sous le capot. Et à côté, la durée de vie, faut compter une vingtaine, voire trentaine d'heures. Moi, j'ai pas fait le 100% parce que clairement, je m'en fous. Mais à côté, j'ai passé un excellent moment et je pense que je le referai prochainement. Au niveau des moins, j'ai noté la musique que j'ai pas trouvé fantastique. Certaines quêtes de remplissage, un peu quête FedEx, que j'ai pas trouvé non plus incroyable, mais ça c'est le lot de ce style de jeu en tout cas. Et j'aurais aimé une VF, mais parce que c'est en VO sous-titré, mais avec la VF de la série, je pense que ça aurait été l'occasion de faire un mix entre les deux. Et c'est vrai que Namco Bandai en ce moment avec la VF, ils le font pour One Piece par exemple, mais c'est vrai que Sandland c'est une occasion ratée pour moi par rapport à ça. En conclusion, Sandland est une des meilleures adaptations de manga, mais a réussi à capturer l'essence de son propos tout en offrant une expérience de jeu riche, avec des graphismes impressionnants, son gameplay engageant et son histoire sympathique. Il s'agit d'un titre incontournable pour tous les fans de Toriyama et les amateurs de jeux d'aventure en tout cas. Donc je vous le recommande, il est sorti en exclusivité sur PlayStation 5. Il est disponible dans une belle édition collector, que j'avais mis quelques photos d'ailleurs sur Twitter, et en version physique traditionnelle, des maths. Enfin, vous allez où vous voulez en tout cas, mais voilà, si vous voulez kiffer, vous pouvez faire Sandland, c'est cool. Donc une très bonne pioche. Une très bonne pioche, tout à fait. Tu regrettes pas ton édition collector que tu as trouvé sur Vinted à un prix indécent, j'ose même pas le dire tellement que t'as fait un bon plan, hein, c'est ça? Exactement. Parce qu'au départ, j'ai même pas prévu de prendre le jeu direct, je voulais attendre un petit peu parce que j'avais trop de jeux, mais quand j'ai vu cette promo sur Vinted et que le jeu était neuf, emballé sous blister et tout, forcément que j'ai craqué. T'as craqué. J'étais obligé, et j'en suis très satisfait, franchement c'est une belle édition. Ainsi se termine la partie test, donc la partie test de Sandland. On est toujours en train de cuire dans le studio, c'est de pire en pire, donc on va peut-être se liquéfier avant la fin de l'épisode. Mais du coup, tu nous as préparé une petite chronique sur Dragon Ball, ouais. Donc ça va être l'occasion. Vas-y, fais-nous rêver. Je suis cuit, je me sens un peu Joe Biden ce soir, tu vois, c'est très compliqué. Ah oui. Ouais, lui il est pas cuit, il est plutôt sec. Ouais, écoute, moi je suis bientôt sec, je suis cuit là. J'avais déjà très chaud la dernière fois, mais là j'ai encore plus chaud. Bref, Dragon Ball Perfect Edition, donc encore une fois, émission spéciale, chronique un petit peu différente. C'est l'occasion pour toi, pour moi, Kira, pour nous de nous replonger un peu dans Dragon Ball. Je ne vais pas chroniquer Dragon Ball, je le dis tout de suite. Je vais parler du manga, de la Perfect Edition à la fin, vraiment dire ce que je pense de cette édition en particulier qui est éditée chez Glénat en 34 tomes, des tomes un petit peu plus grands d'ailleurs qu'un manga traditionnel, je viendrai. Mais surtout, pour moi, Dragon Ball, c'est 3 grands axes, et à chacun de ces grands axes, ce sera l'occasion de nous faire un petit top, de nous replonger dans ces moments nostalgiques qu'on adore avec Dragon Ball. Mais avant, générique, interlude musical, j'ai pris un générique de Dragon Ball, le meilleur selon moi, et de toute façon, vous n'avez pas le choix, puisque c'est moi qui choisis la musique, c'est le meilleur, donc je le mets dans le podcast en interlude. Donc Dragon Ball, encore une fois, bon, si vous avez vécu dans une grotte très longtemps, vous ne connaissez pas Dragon Ball. Donc l'histoire, en fait, c'est inspiré du folklore chinois, la route légende du roi des singes. Voilà, la légende du roi des singes. C'était pas la route de quelque chose aussi ? Ouais, j'avais plus ça toujours, la légende du roi des singes. D'ailleurs, Black Mitsukong qui va arriver oui, est fortement inspiré de cette... clin d'œil, peut-être qu'on va le faire. Devrait arriver. Et c'est un héros à queue de singe aussi. Bah oui, c'est l'adaptation littérale de cette œuvre-là. Ah, c'est les pérégrinations vers l'ouest. Ah, c'est ça. Je voulais dire. Donc j'ai vérifié, merci Google. Peut-être que si je veux flex, je vais couper ce passage-là pour faire genre je savais. Mais en vrai, je ne savais plus. Donc, en fait, début Dragon Ball, on suit un enfant à une queue de singe, justement. Mais vraiment, littéralement, il a derrière lui une petite queue de singe. Il vit chez son grand-père qui est malheureusement décédé. Et il veille scrupuleusement sur un Dragon Ball, donc une petite boule de cristal. À combien d'étoiles, Kira ? Voilà, très bien. Et sauf que, en fait, dans la légende, dans Dragon Ball, les boules de cristal, quand on les rassemble, elles sont au nombre de 7, on peut exaucer n'importe quel souhait.
Donc forcément, ceux qui sont avertis de ça ont des convoitises envers ces Dragon Ball. Et ben, il y a la visite de Bulma, du coup, qui va rencontrer Sangoku. Un coup de moto dans la poire. Un coup de scooter, ouais. Elle va lui tirer dessus et tout. Enfin, une femme charmante. Cette chère Bulma veut récupérer ce Dragon Ball. Elle use de ses charmes pour un petit peu l'entourlouper et Sangoku l'assure. Et surtout, il ne comprend rien, lui. Parce que déjà, il a jamais vu de femme avant. Il est très très naïf. Il a vécu qu'avec son grand-père et il est tout seul depuis quelques années maintenant aussi. Hein, donc ça joue dans son... Eh ben, tout à fait. Et c'est ce petit bonhomme naïf que l'on va suivre, donc Sangoku, sur 34 tomes. Là, je parle du manga. En nombre d'épisodes, il y en a beaucoup trop, à mon goût. Il y a beaucoup de fillers aussi, il y a beaucoup d'épisodes. Ouais, il y en a 300 quasiment, je crois. Je crois que c'est 295 de mémoire. 291 exactement. Ah bah tu vois, j'étais pas loin. Ce petit bonhomme, comme je dis, on va le suivre. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, on grandit un peu en même temps que lui. Il y a une vingtaine d'arcs, même un peu plus, dans Dragon Ball, où on va le suivre enfant, adolescent, adulte, papa, grand-père même. Enfin, on va suivre vraiment toute son évolution à ce cher Sangoku. Et ma première question, Kira, dans cette chronique, quels sont tes 3 arcs préférés de Dragon Ball ? Je pense que ça, c'est une question qu'on peut tous se poser quand même. Alors, tout Dragon Ball confondu ? Dragon Ball Z, jusqu'à Majin Buu, quoi. Ça va être difficile. Alors, je vais faire 3, 2, 1 pour ménager un peu mon suspense. En numéro 3, je vais mettre l'arc du ruban rouge que j'aime beaucoup. Ah oui, d'accord. Ouais, qui est vraiment un de mes l'armée du ruban rouge. Ouais, qui est un de mes arcs préférés. J'hésite beaucoup avec celui de Piccolo Daimao, mais c'est vrai que l'arc du ruban rouge, pour moi, c'est l'aventure. C'est l'aventure, c'est la première fois que Sangoku se retrouvait face à un ennemi qui était plus fort que lui, surtout mieux organisé. Et on avait encore cette naïveté, en fait, qu'on a perdue sur la suite de Dragon Ball, parce que c'est devenu plus sombre. Et on avait encore cette naïveté où là, en fait, Sangoku se prend la vraie vie de plein fouet, en fait. On a eu la mort d'un personnage assez important, tu sais, je ne me souviens plus comment il s'appelle, l'Indien. Et à partir de là, ça que tu dis, ah oui, les personnages, ils peuvent vraiment mourir, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même... Et ressusciter, quand même. Et ressusciter. Après, mais ça, on le savait après, ça. Mais, oui. Mais c'est vrai que c'était assez marquant. Deuxième arc qui m'a beaucoup marqué, c'est l'arc Freezer. Ouais. Qui est un de mes arcs forcément préférés parce qu'on se retrouve avec un antagoniste incroyable, on part sur une autre planète, il y a la transformation en Super Saiyan, il y a Vegeta qui est là mais qui est une petite pupute, hein. Antagoniste. Voilà, qui commence, on va dire, l'ami de mon ennemi et mon ami. Et mon arc numéro 1, c'est l'arc Cell avec les cyborgs. Toute la partie Trunks du futur est incroyable. Sachant que c'est un arc qui a été créé aussi dans la douleur, c'est-à-dire au départ, il avait créé l'arc avec les 2 vieux cyborgs. Les producteurs ont fait non, ils sont dégueulasses ces cyborgs, il n'y a pas moyen. Il a refait son design et tout, et du coup c'est là qu'il a sorti C16, C17, C18. Derrière, ensuite, il y a celle qui est arrivée, ils n'ont pas aimé le design, il en a fait un deuxième, ils n'ont pas aimé, il en a fait un troisième, c'est ce qui a créé à Perfect Cell. Et au final, c'est un peu les contraintes qu'il a eues des aléas de production, en fait, qu'on fait que cet arc est si bon. Parce qu'il y a toujours des rebondissements et des choses à se mettre sous la dent. Et c'est la dernière fois qu'on retrouve Tenshinhan, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui a brillé. On retrouve aussi la fameuse fusion entre Piccolo et Dieu, et Gohan, Gohan qui est Super Saiyan 2 avec le costume de Piccolo en plus. Enfin, c'est vraiment le moment qui m'a mis le plus les poils, en tout cas. Et on a beaucoup de choses en commun dans notre top. Moi, j'ai mis en top 3 donc les cyborgs. C'est vrai que les cyborgs, avec C16 aussi, moi que j'adore, c'est un des personnages que j'aime énormément. Je trouve très cool, très charismatique et tout, le cyborg pur, tu vois, avec une âme vraiment gentille. Donc son histoire en plus qui a été ajoutée par la suite, mais en fait si C16 ne veut pas se battre et ne veut pas détruire quoi que ce soit, c'est parce qu'il est fait à l'image du fils du docteur Gero, en fait, qui est mort, et il voulait pas que ce cyborg soit détruit, en fait, et donc du coup il en a fait un cyborg pacifiste. Sa seule mission, c'était de tuer Goku, mais sinon le reste il devait tuer personne, et c'est pour ça que ce cyborg est si différent des 2 autres. Ouais, c'est vraiment un arc qui est très touchant, qui est très varié aussi, et j'aimais bien la représentation des cyborgs, avec en plus toujours en toile de fond cette petite abeille ou ce petit drone de Dr. Gero qui va prélever le sang, exactement. Mon deuxième arc préféré, Majin Buu. Donc j'aime énormément le personnage de Buu. Ah ouais, j'aime vraiment beaucoup. C'est un de mes arcs préférés parce qu'il y a le sacrifice de Vegeta dedans, parce qu'il y a Super Saiyan 3 au top de sa forme, parce que j'aime beaucoup le Gohan chez les Kaioshin. Tu vois, c'était pour moi la quintessence. Ouais, c'était la quintessence de ce que devait devenir et rester Gohan, à savoir
il a le cœur vraiment pur, il est excessivement puissant et sa puissance provient de ses émotions. Et je pense que il devait être un Kaio. Et bon, bah après, Dragon Ball Super est passé par là, ils ont fait n'importe quoi. Mais ceci est un autre débat. Et mon arc préféré, bah tu l'as cité, Freezer. Le commando Ginyu, pour moi, c'est un passage de ouf où Goku est puissant, il a conscience de sa puissance, il se la raconte à tel point que il se la raconte même un peu. C'est pas le Goku qu'on a l'habitude de voir, et en fait il domine et on sent vraiment ce sentiment de puissance. C'est pour moi, on a le Saiyan en fait, on a vraiment le Saiyan quoi, qui se réveille. C'est vraiment un Goku qu'on n'a pas l'habitude de voir, très très mature, et il y a en effet cette transformation. Bon, on a spoilé du coup d'autres questions que j'allais te poser, mais on en a fait une question en tout. C'est moi le moment le plus marquant en tout cas que j'ai dans Dragon Ball, c'est cette transformation en Super Saiyan sur la planète Namek, où comme tu dis, elle est en destruction. Pareil, il a perdu plein d'amis, il est en mode ultra vénère, et c'est vraiment un arc qui est incroyable. Et du coup, toutes nos digressions ont permis de vous montrer, si vous ne connaissez pas, la richesse de ce que représente Dragon Ball. Donc dans son univers, il y a vraiment 3 pans, c'est ce que je disais pour moi. Dragon Ball, il y a l'univers, on en a beaucoup parlé, mais c'est un univers qui est unique, qui a ses codes, ses architectures, l'univers est consistant, il est cohérent. Il y a ces mythes, les Saiyans, qui sont une race extraterrestre dont on a des humains à tête d'animaux quand même, hein, le maire de Satan City. Et il a une tête de chien, je crois, de mémoire. Ou loup. Enfin, c'est vrai que t'as raison. Il y en a qui ont une tête chien, renard. Enfin, c'est souvent des canidés. Il y a les singes géants, donc qui sont les Saiyans quand ils voient la pleine lune. Exactement. Les Dragon Ball qui permettent d'exaucer les souhaits. Les Kaio que l'on voit dans Dragon Ball Z, du coup. Donc, en fait, un univers d'une très grande richesse. Donc pour moi, c'est le premier grand pan du succès de Dragon Ball. Le deuxième, c'est ses personnages. Donc là aussi, on en a beaucoup parlé, mais ce côté très fraternel, très famille. Les compagnons sont prêts à mourir les uns pour les autres. Donc ça, c'est excessivement shonen aussi. Et cette manie aussi qu'ont les méchants à devenir gentils. Donc on peut parler de Krillin, hein, qui est un des premiers vrais antagonistes entre guillemets, mais Krillin, Yamcha, c'est le premier vrai antagoniste. Yamcha aussi, Tenshinhan, Chaozu, en fait on peut tous les citer. C'était la Z-Team, c'était des antagonistes. Petit cœur, donc Piccolo, qui était Satan. Ils en font même une blague d'ailleurs avec Piccolo, que tous les ennemis connaissent Goku et maintenant ils deviennent potes, quoi. Donc ça, le mec a tellement le cœur pur. Ça fait partie vraiment des codes de Dragon Ball aussi, que ces antagonistes deviennent gentils. On peut parler évidemment de Vegeta, même s'il nourrit tout le temps une certaine ambiguïté, mais on sait que en fait, à son sacrifice, on sait tout l'amour qu'il a pour ses amis, ses frères, sa famille. C'est vraiment une mimique, moi, que j'ai toujours adorée. J'ai une petite question à te poser d'abord. Est-ce que tu sais pourquoi Akira Toriyama a créé le Super Saiyan ? Pour moi, il y a une fausse anecdote qui dit que c'était pour rendre le personnage ridicule parce qu'il en avait marre, il voulait arrêter. Pour moi, ça, c'est de l'intox. Pas du tout. C'est plutôt pour arrêter de colorer les cheveux lors des combats et que ce soit plus facile à faire. Voilà. Donc, j'ai flex. Exactement. Une partie de l'ADN de Dragon Ball a été créée sur un petit on va dire un petit instant glandouille, quoi. C'est la marque des grands génies. Et donc le top 3 qu'on se fait, nos persos préférés en gentil. Ton top 3 en gentil. Pareil, je fais 3-2. En numéro 3, je mets Vegeta, forcément, comme tout le monde. En numéro 2, je mets Piccolo. Ouais. Et en numéro 1, je mets Sangoku. C'est ultra classique. C'est ultra classique, voilà, j'ai pas spécialement envie de chambouler un petit peu l'univers par rapport. Moi, c'est Tenshinhan en 3. J'adore ce personnage. Vegeta en 2. Sangoku en 1. Donc c'est vrai que j'ai fait aussi très original, mais par contre là où on aura un peu plus d'originalité, je pense sur les méchants. Vas-y, ton top 3 des méchants. Je peux inclure Super ou pas ? Non, surtout pas. Parce qu'il y a un méchant que j'adore dans Super. On parle de la perfecte édition de Dragon Ball, le manga. En numéro 3, oui, je mets Piccolo Daimao, forcément. Okay. Qui est un de mes méchants préférés, un méchant qui m'a beaucoup traumatisé quand j'étais petit, quand je l'avais vu, quand il s'est battu contre Goku, quand il a rajeuni, quand il a dégueulé son œuf en fait, pour faire Satan Junior. Enfin, c'est pour moi, quand je pense à un antagoniste flippant, je pense, et puis il y a eu la mort de Krillin juste avant, enfin il y a eu beaucoup de choses quand même. En numéro 2, antagoniste, c'est difficile, j'admets, en numéro 2, je mettrais, alors ils sont 2, mais le combo c'est 17, c'est 18, qui est pour moi un excellent combo de méchants en fait, parce qu'ils ont qu'une obsession, c'est de buter Goku, mais ils ont leur marotte, c'est-à-dire ils prennent leur temps en voiture,
ils vont acheter des fringues, enfin, et surtout ils ont détruit toute la Terre du futur. Ils ont tué Gohan dans le futur, ils ont terrorisé Trunks. Enfin, ça reste deux antagonistes extrêmement puissants. Et puis ce côté proche de Terminator me plaît beaucoup. C'est pour ça que ces personnages me touchent beaucoup. Et ton top 1 ? Et en numéro 1, je mets Freezer, quoi. C'est ce personnage-là est incroyablement vicieux, il souffre de tous les vices. C'est un conquérant, c'est un manipulateur, enfin c'est le meilleur méchant de Dragon Ball à mon sens, donc très classique également. Alors mon top 3, le troisième c'est Tao Pai Pai. Et oui, je suis allé sortir Tao Pai Pai, mais parce que vraiment son attaque avec la langue m'a traumatisé. Tu sais, qu'il peut tuer quelqu'un avec sa langue, mais franchement je te jure que ça m'a traumatisé, gamin. Donc Tao Pai Pai en 1, en 2 Dabra. Donc je sais pas ce que j'ai avec Dabra, mais je trouve le personnage excessivement réussi. Ah ouais, qu'on voit très peu. C'est trop dommage. Il a un vraiment un démon. Ouais, voilà, c'est le démon. Et numéro 1, en fait, mon numéro 1 était Freezer, mais je vais pas répéter ce que tu as dit parce que je suis d'accord avec le côté empereur, etc. Donc je dirais Majin Buu, où je trouve que le Buu petit, c'est vraiment là, lui, la quintessence de la malveillance. Mais de toute façon, c'est ça. Hein. Il reste que le côté malveillant de Buu, qui avait plutôt un fond assez gentil, le gros Buu, si je puis dire. Le gros Buu, c'est suite à la fusion avec un Caillot. Bah oui, il avait pris toute la pureté du Caillot, justement, et c'est ce qu'il a nerfé, en fait. Il l'a rendu moins fort, mais du coup, plus naïf, en fait, plus enfantin. Et quand ils ont tué le petit chien de Satan, bah voilà, il y a le côté maléfique de... Et ce ultra vicieux, surpuissant, et d'ailleurs il parle même pas, c'est un des rares antagonistes qui ne parle plus, mais je pense que ça représente bien le fait qu'il est devenu ultra maléfique, où il y a que la malveillance qui est en lui, et c'est en ça que je trouve que c'est un des persos les mieux réussis. Et enfin, en termes de le troisième pilier, donc j'ai cité l'univers, les personnages, et le troisième c'est les combats, les power-up. Donc Dragon Ball c'est blindé de super attaques, le Kamehameha, le Big Bang, le Final Flash de Vegeta qui est incroyable, le Makenko Sapo aussi de Piccolo. Enfin bref, on pourrait en citer des tonnes, mais c'est vraiment la plus pure tradition du shonen. Le sous-genre Neketsu, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est vraiment le sous-genre qui est du dépassement de soi, les combats où on perd mais on se relève, où on est prêt à mourir pour ses copains, à la Senseiya par exemple, ce qui est vraiment... Le principe aussi du monomythe, le héros au milieu d'un visage, c'est comme ça aussi qu'a été lancé Dragon Ball. C'est un personnage qui vit isolé, qui a trouvé un artefact magique qui est la boule de cristal. Il y a un mentor qui arrive, donc le mentor au début c'est Bulma qui lui montre le monde, mais derrière ils vont rencontrer d'autres comme Tortue Géniale, comme Dieu de la Tour Karine, et tout ça, c'est ce qui fait que Dragon Ball c'est une œuvre qui parle aussi à tout le monde et est si universelle. Ouais, bien sûr, t'as la fraternité, t'as l'amour, t'as l'amitié, t'as le bien, le mal, c'est assez quand même manichéen dans ce sens-là, mais surtout, moi c'est les power-up quoi. Je l'ai déjà dit, mais on a tous essayé de se transformer en Super Saiyan dans la salle de bain devant notre miroir. J'ai encore essayé ce matin avant de rentrer chez le dentiste. J'étais dans l'ascenseur, je me suis dit non, c'est bon, je suis un homme fort, je vais me transformer. Les cheveux jaunes, les yeux bleus, la musculature qui augmente. Donc on a eu Super Saiyan 1, 2, 3. Restons-en là, c'est déjà pas mal. T'as fini de troller là. Ça se trouve, il y a des gens qui aiment beaucoup Dragon Ball Super et qui vont être. Qui vont râler dans leur voiture de temps en temps. Personne qui aime la taverne du gamer quand même, il y a que des gens de goût ici. Non, je plaisante évidemment, aimez ce que vous voulez, vous avez bien raison. Faites-vous plaisir. Sauf les marinières. Arrête, j'ai déjà eu le gang des marinières là, qui m'est tombé dessus la semaine dernière à cause de toi. Moi aussi j'en ai un qui m'en a parlé aujourd'hui. Alors comme ça, t'aimes pas les marinières? Si, on adore les marinières. Non, pas du tout. Donc, le dernier point, je l'ai dit, les power-up, les combats de ouf qui nous ont fait rêver. Donc Dragon Ball, pour moi, c'est ça. Et le meilleur moyen de retrouver Dragon Ball, c'est la Perfect Edition. J'en viens là-dessus avant la conclusion. Donc pour moi, c'est vraiment l'édition ultime, celle-ci, celle que vous pourrez retrouver du coup chez Glénat. Grand format, plus grand qu'un manga traditionnel, comme je l'ai dit. Il y a 34 tomes en tout, vs les 42 de l'édition pastel ou l'édition Jap traditionnelle. Donc certaines pages en couleur. J'allais y venir. D'ailleurs, meilleure qualité papier déjà. Franchement, c'est un papier de très bonne qualité. Des illustrations inédites sur la jaquette. Et moi, le game changer vraiment sur cette édition, ça a été la traduction qui a été refaite, qui est la plus fidèle qui existe aujourd'hui en termes de traduction, qui va même aller jusqu'à décrire ou expliquer des petites blagues japonaises, donc les traduire, les laisser, mais nous les expliquer si on a du mal à les interpréter. Enfin, c'est extrêmement, vraiment, vraiment bien traduit. Et tu l'as dit, des planches en couleur qui existaient sur les versions
de l'époque au Japon qu'on n'a jamais eu et là qui ont été retranscrites dans cette édition. Donc franchement, les volumes sont à 10 €, je crois 10-12. C'est un peu plus cher. Par contre, moi j'ai un petit bémol sur la traduction, tu vois, c'est en fait la traductrice est très très douée, elle fait vraiment du littéral et tout, mais j'ai beaucoup de mal quand j'entends Chichi appeler Goku le Goku. J'ai l'impression qu'elle est dans le Nord-Pas-de-Calais, je vous aime dans le Nord-Pas-de-Calais, mais on va vraiment se faire des ennemis. El Goku, ça me fait bizarre, et Bulma qui appelle Goku Petit Goku, je crois. Tu sais, c'est Goku-chan et je crois qu'elle l'appelle Petit Goku tout le temps, et ça me fait bizarre en fait de l'entendre appeler comme ça. Alors, je sais que c'est une marque de respect, c'est son aîné, elle l'appelle comme si c'était son petit frère et tout, mais moi ça m'a toujours fait bizarre en fait, parce que j'ai jamais retrouvé ça dans la série, et encore moins dans les vieilles traductions, mais là je chipote. Bon, je vais pas faire de conclusion vraiment sur Dragon Ball 1, ce serait indécent, je me sens pas légitime, en tout cas c'est notre doudou nostalgique, vous l'avez bien compris, on aime, c'est un chef-d'œuvre, et en plus chef-d'œuvre dans un écran dans la perfecte édition, donc qui porte très bien son nom pour le coup, un indispensable, donc franchement allez-y, faites-vous plaisir, et si vous connaissez pas, je vous envie presque d'avoir encore la chance de pouvoir redécouvrir Dragon Ball, c'est fou. Ainsi se termine le sujet hors sujet sur Dragon Ball Perfect Edition, disponible dans toutes les bonnes crèmeries, comme d'habitude. Je te laisse le mot de la fin, puis on va pouvoir conclure cet épisode, ma foi, fort intéressant. Écoute, j'avais juste un petit big up qui est à Minarkurt 2.0, qui a installé une appli de podcast juste pour nous, donc big up à toi, merci. C'est très cool, merci beaucoup. Qui nous a mis 5 étoiles d'ailleurs, donc merci. Et comme mot de la fin, merci à vous tous, chers auditeurs, de nous écouter. Merci à toi, Kira. Vibrant hommage du coup à notre cher Akira Toriyama qui a bercé notre enfance. On espère que l'émission un petit peu différente vous a plu. Mais en tout cas, c'était un plaisir, comme toujours, de l'animer. Donc je vais faire une Kira là. Donc allez au cinéma, regardez des films, regardez des séries, mettez des marinières, jouez aux jeux vidéo, lisez des livres. Lisez Dragon Ball. Justement, au niveau de ce format d'émission un peu original, est-ce que ça vous a plu ? N'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus, parce qu'on pourrait en faire d'autres éventuellement, voir en fonction des retours si ça vous plaît ou si vous préférez plutôt le format traditionnel. En tout cas, on vous prépare quelques surprises dans les prochains mois, et n'hésitez pas à nous, surtout vraiment à nous envoyer des MP ou passer par le site internet pour nous dire ce que vous avez pensé, car vraiment votre tête est précieuse là-dessus. Et sur ce, merci à tous. Excellente fin de semaine. Ciao. Ciao.